Les élections générales en République démocratique du Congo suscitent beaucoup de remous. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante explique les conséquences du report des élections dans 2 zones en conflit. L'immolation par le feu d'un journaliste en Tunisie a déclenché un tollé dans le pays. De nouveaux heurts nocturnes ont éclaté dans 3 villes. Par cette date, l'homme des médias dénonce les inégalités dans un pays englué dans le marasme économique. La campagne électorale au Bangladesh a de nouveau été marquée par des heurts mercredi, alors que les élections législatives se dérouleront dimanche. On assiste à des affrontements entre partisans de pouvoir et opposition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur SICA. De report en report, les élections générales en République démocratique du Congo suscitent beaucoup de remous. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante explique ici les conséquences du report des élections dans 2 zones en conflit. Reportage. Les élections générales prévues dimanche en République démocratique du Congo ont été reportées au mois de mars dans 2 zones de conflit, dont Béni. La nouvelle est source de colère depuis son annonce par la Commission électorale nationale indépendante. En effet, la CENI maintient les 3 élections, à savoir la présidentielle, les législatives et les provinciales, ce 30 décembre dans le reste du pays. La publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle est prévue le 15 janvier et la prestation de serment du nouveau président le 18 du même mois. La prestation de serment du président élu est donc annoncée bien avant la date des élections dans les 2 zones où elles sont reportées. Du coup, plus d'1 million d'électeurs en moins pour la succession de Joseph Kabila. Cette information parce que les élections doivent se passer sur toute l'étendue de la République et au même moment. Ça, c'est ça la loi. Nous nous disons que c'était prévisible. Kabila n'est pas prêt pour les élections et la CENI n'est pas prête pour les élections. Cette décision prise par la CENI, c'est une décision suicidaire. C'est une décision sans fondement. Nous savons très bien que la maladie dont on évoque pour la région de Butembo-Beni, c'est une maladie qui n'a aucun impact sur la tenue des élections. Si la CENI ne parvient pas à organiser une élection dans une ou plusieurs circonscriptions, la procédure est claire, contient compte des voix valablement exprimées disponibles. Allez lire l'article 84 des mesures d'application. C'est ce qui va se passer parce qu'on ne va pas arrêter tout. Même dans les pays les plus civilisés, on a vu aux États-Unis qu'on recomptait les voix de Caroline et les résultats étaient. L'Église catholique de RDC, la société civile et les partis politiques d'opposition s'étaient prononcés contre un nouveau report des élections après celui du 23 décembre. Un porte-parole de l'influente Église catholique congolaise a dit craindre un agenda caché dans le processus électoral en RDC. Brazzaville a accueilli ce mercredi un sommet exceptionnel sur la République démocratique du Congo. Le report des élections dans ce pays pour le 30 décembre a été l'objectif principal de ce sommet. Reportage. À l'invitation du président congolais Denis Sassou Nguesso, des chefs d'État et des chefs de la diplomatie des pays de la Communauté de développement d'Afrique australe et de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, se retrouve ce mercredi à Brazzaville pour évoquer la situation en République démocratique du Congo voisine à 4 jours de l'élection cruciale pour ce pays. Les 2 organisations régionales craignent que les tensions électorales affectent les pays de la sous-région. 5 chefs d'État ont confirmé leur présence ce mardi, selon le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakoso. Il s'agit des présidents sud-africains, namibiens, zambiens, botswanais et angolais. Le Rwanda et l'Ouganda ont prévu, eux, de dépêcher leur ministre des Affaires étrangères. Les membres de ces organismes vont discuter autour des divers enjeux actuels en RDC pour la tenue des élections, nommément la sécurité, la non-violence, la paix et la crédibilité des résultats du scrutin. Par ailleurs, la présence du président sortant de la RDC, Joseph Kabila, ou du moins d'un représentant, constitue l'une des inconnues de ce sommet. Selon Barnabé Kikaya, le chef du collège diplomatique du président Joseph Kabila, le gouvernement congolais n'est pas informé sur la tenue de ce sommet. Dans l'entourage du président Denis Sassou Nguesso, on dit avoir un peu hésité avant d'initier ce sommet, mais de sources diplomatiques
Il aurait été question de cette initiative au dernier sommet de la francophonie lors d'un tête-à-tête entre Denis Sassou Nguesso et le président français Emmanuel Macron. Au Nigeria, au moins 13 soldats et un policier ont été tués selon l'armée dans une embuscade tendue par le groupe djihadiste Boko Haram lundi soir dans le nord-est du pays. Mais selon d'autres sources médicales et militaires, le nombre de victimes s'élèverait à 18, soit 17 soldats et un policier. Au moins 13 soldats et un policier nigérien ont été tués dans une embuscade tendue par le groupe djihadiste Boko Haram lundi dans le nord-est du pays. Un bilan rendu public par l'armée nigériane. Des sources proches du groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, l'une des factions de Boko Haram qui cible particulièrement l'armée, affirme qu'il ne s'agissait pas d'une embuscade, mais de l'attaque d'une base militaire située près du village Koukarita. D'autres sources concordantes donnent un bilan plus lourd de 18 morts. Un soldat présent sur les lieux a déclaré sous couvert d'anonymat que les terroristes ont tué 17 soldats et un policier dans une attaque qui a duré pendant plus d'une heure. Selon la même source, les assaillants ont envahi la base militaire après avoir pris le dessus sur le combat et ils y ont mis le feu. Un employé de l'hôpital de Damaturu ainsi qu'une source au sein des milices civiles qui combattent Boko Haram aux côtés de l'armée ont confirmé le bilan de 17 soldats et un policier tués. Les attaques sur les cibles militaires sont quasiment hebdomadaires depuis le mois de juillet, certaines faisant une centaine de morts. Des chiffres toujours discutés par l'armée qui affirme que Boko Haram n'a plus de pouvoir de nuisance dans le nord-est du Nigeria. Au Soudan, le président Omar el-Béchir a promis aux Soudanais de vraies réformes. C'était en début de semaine, au 6e jour de manifestation contre la hausse du prix du pain assombri par des heurts meurtrières. Et bien sûr, ces manifestations constituent l'une des plus importantes contestations du pouvoir de Omar el-Béchir en 3 décennies donc, de pouvoir. Des précisions à travers cet événement. Lors d'une réunion avec les chefs des services de sécurité et des renseignements, Omar el-Béchir a annoncé que l'État va entreprendre de vraies réformes pour garantir une vie digne aux citoyens. Le chef de l'État soudanais a également appelé les Soudanais à ne pas croire à ce que disent les leaders du mouvement de contestation. Il s'agit de la première réaction du président soudanais au mouvement de contestation sociale qui dure depuis 7 jours. Le mouvement de colère d'une partie de la population, qui a touché jusque-là une dizaine de villes, a été déclenché le 19 décembre dernier par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain dans un pays en plein marasme économique. Une grève a débuté ce lundi à l'appel d'un rassemblement de professionnels de différents secteurs après 5 jours de manifestation. Les hôpitaux ont été les premiers à rejoindre ce mouvement. Depuis le début de la contestation, les manifestations ont fait au moins 8 morts selon des responsables du pays. Mais des bilans plus lourds sont évoqués par Amnesty International et l'opposition qui parlent respectivement de 37 et 22 morts. Des centaines de personnes ont encore manifesté ce mardi à Khartoum, mais un important dispositif de sécurité a empêché toute marche vers le palais présidentiel. L'immolation par le feu d'un journaliste en Tunisie a déclenché un tollé dans le pays. De nouveaux heurts nocturnes ont éclaté dans 3 villes. L'homme des médias, à travers cette date, dénonce les inégalités dans un pays englué dans le marasme économique. Le journaliste Abderrazak Zorgui, se donnant la mort à Kasserine, a réveillé des démons. C'était à quelques jours des célébrations du 8e anniversaire du soulèvement ayant mis fin à la dictature. Mercredi, le ministère de l'Intérieur a affirmé avoir procédé à l'arrestation d'une personne pour son implication présumée dans le geste qui a coûté la vie au journaliste. Depuis son décès, des affrontements nocturnes ont opposé quotidiennement des manifestants aux forces de l'ordre. Depuis, et malgré l'instauration de la démocratie en effet, des mouvements de protestation ont régulièrement secoué Kasserine, dont les habitants se sentent toujours abandonnés par le pouvoir central. Et l'immolation du journaliste est un signe de refus d'une situation catastrophique et d'un déséquilibre régional, d'un fort taux de chômage parmi les jeunes et la misère que vivent les concitoyens dans les régions intérieures. Selon le président du Forum tunisien des droits économiques et sociaux,
il y a une rupture entre la classe politique et les jeunes, surtout ceux qui vivent dans la précarité à l'intérieur du pays et qui voient un avenir flou. Le syndicat national des journalistes tunisiens a de son côté appelé à une grève nationale à la dignité le 14 janvier. La campagne électorale au Bangladesh a de nouveau été marquée par des heurts mercredi. Alors que les élections législatives se dérouleront dimanche, on assiste à des affrontements entre partisans du pouvoir et de l'opposition. La première ministre sortante du Bangladesh, Sheikh Hasina, aborde en position de force un scrutin où elle espère décrocher un 4e mandat. Mais la campagne électorale en vue de l'élection de dimanche est entachée de heurts. La coalition d'opposition, affaiblie par l'incarcération de sa chef de file, Khaleda Zia, et les arrestations massives dans ses rangs, dénonce un climat de peur instauré par le pouvoir. Mercredi, une quinzaine de jeunes à moto ont attaqué à coups de couteau un candidat du principal parti d'opposition. Les confrontations de ce type sont presque quotidiennes dans cette campagne sous haute tension. Pour la seule journée de mardi, par exemple, le BNP affirme que ses candidats dans 28 circonscriptions ont été attaqués et que plus de 100 personnes ont été blessées. 6 personnes, 4 militants du BNP et 2 de l'Awami League ont péri à ce jour dans les violences électorales. La communauté internationale s'inquiète de la dérive autoritaire du gouvernement de Sheikh Hasina ces dernières années. Celle-ci semble en passe de remporter le vieux duel avec sa rivale Khaleda Zia, malade et emprisonnée, qui purge actuellement de lourdes peines pour corruption qui l'empêche de se présenter. Le Japon s'apprête à reprendre la chasse commerciale de baleines dès juillet prochain. Une défiance ouverte aux défenseurs des cétacés. Pour ce faire, le pays a annoncé son retrait de la Commission baleinière internationale. 30 années après avoir mis fin à la chasse commerciale des baleines, du moins théoriquement, le Japon va de nouveau s'y mettre, prêt à se mettre à dos les défenseurs des cétacés. En réalité, l'archipel n'a jamais complètement cessé cette pratique. Il utilise en effet une faille du moratoire mise en place en 1986 qui autorise la chasse aux cétacés pour des recherches scientifiques. La saison dernière, par exemple, les pêcheurs nippons ont tué près de 600 baleines au titre des expéditions scientifiques à la fois dans l'Antarctique et le Pacifique. Le Japon a justifié cette décision par l'absence de concession de la part des pays uniquement attachés à la protection des baleines, bien que des éléments scientifiques confirment l'abondance de certaines espèces. Il est devenu clair aux yeux de tous qu'il est extrêmement difficile pour la Commission baleinière internationale d'achever son double objectif d'utilisation et de protection durable. Nous ne pouvons pas garantir que le Japon ne reviendra jamais dans les eaux de l'Antarctique pour chasser les baleines quand il deviendra raisonnable de le faire scientifiquement et également dans la perspective de la sécurité alimentaire mondiale. Je peux clairement affirmer que ce sont les pays anti-chasse à la baleine et non les pays soutenant l'utilisation durable des baleines, comme le Japon, qui détériorent le dialogue à la CBI. Le Japon ne doit pas être critiqué parce que nous sommes forcés de prendre la décision de nous retirer d'un tel forum. La Commission baleinière internationale, de laquelle le Japon va se retirer, sera formellement notifiée d'ici à la fin de l'année, ce qui permettra au retrait d'être effectif le 30 juin prochain. Le gouvernement australien se dit extrêmement déçu et exhorte le Japon à revoir sa position. Le ministre des Affaires étrangères néo-zélandais a adressé à Tokyo un message similaire, fustigeant une pratique dépassée et inutile. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Mais le programme se poursuit sur Sika. Restez donc à notre compagnie. À très bientôt.